Bonjour à toutes et à tous, on est très content avec Laurent et Charles de vous accueillir pour cette réunion d'information sur l'Executive Certificate Online, comment conduire des projets de transformation agile. Alors peut-être pour démarrer, nous allons commencer par nous présenter. Donc, moi, je suis Pascal Emery, je suis le directeur pédagogique des formations de management de projet à l'école centrale Supélec et plus particulièrement à l'EXED, Executive Education. Et donc, je fais du management de projets complexes depuis une trentaine d'années. Et donc, on a construit, et vous voyez que je ne suis pas seul, avec Laurent et Charles ce programme. Laurent, tu te Oui, présentes? bonjour, donc je suis Laurent Jacques et moi j'ai un parcours et puis je suis après quelques péripéties devenu comédien, notamment spécialisé en improvisation théâtrale et j'ai dans une troisième partie de vie décidé de me consacrer principalement à la transmission des soft skills, c'est-à-dire des compétences relationnelles. Et ce qui m'anime, c'est apprendre à apprendre dans toutes les situations, du coaching de dirigeants jusque l'animation de groupes, de managers ou de chefs de projet. Charles? Bonjour, ouais, Charles Guénaud. Donc moi je suis quelqu'un de profondément en colère. Je ne supporte pas qu'on rate les projets. Donc toute ma pratique, c'est de faire que vos projets réussissent et ça passe à la fois par du conseil et de la formation et être toujours au niveau des nouvelles méthodes et travailler en efficacité projet. Alors, l'école centrale a une tradition et une expertise dans le management de projet. Là, vous voyez quelques thèmes que nous abordons régulièrement. Et donc, un des thèmes clés, c'est le management de projet, où évidemment, on travaille sur les outils, la méthodologie, sur les nouvelles façons de faire des projets, que ce soit en agilité, en design thinking, évidemment sur la partie comportementale, sur le changement, sur les risques, etc. Et donc, nous avons aussi depuis longtemps des masters qui fonctionnent bien et vous voyez qu'ils sont particulièrement bien notés internationalement. Alors, peut-être que pour démarrer, quelques éléments de contexte. On voit, et vous l'avez vu depuis quelques mois, depuis quelques années, que le monde s'accélère, la concurrence arrive, de plus en plus d'innovation, des clients toujours plus exigeants. Et puis avec le Covid, ça a encore accéléré les choses. Bon, donc face à ça, on n'a pas 36 solutions, il faut bien qu'on s'adapte. Et on voit sur la majorité des projets aujourd'hui que on a peut-être quelques super-héros et quelques pompiers, mais c'est quand même compliqué en fait. Donc là, on pourrait se poser la question de et si on travaillait peut-être plus efficacement. Alors peut-être une des solutions, c'est on entend il faut aller plus vite, il faut faire plus, etc. Mais ça, on voit bien que ça fonctionne pas. Et donc nous, notre credo, c'est plutôt de se dire comment faire différemment. Et par rapport à ça, il y a plein de nouvelles pratiques qui existent et peut-être que ça pourrait être pertinent de se former à ces nouvelles méthodologies. Alors évidemment, on sait que notre temps est compté, donc c'est pour ça qu'on a conçu un programme qui vous permet d'allier à la fois un temps d'apprentissage et vos activités professionnelles. Alors, on pourrait le faire de manière classique. Vous avez sûrement mené des projets avec des cycles de vie de type waterfall ou cycle de modèle en V. Ça, c'est ce qu'on faisait traditionnellement. On faisait des produits ou des services pour la R&D. Et puis, progressivement, sont venues des nouvelles méthodologies, notamment axées sur la création de valeur. Vous verrez que c'est un de nos credos qui est fort, que ça soit sur des cycles de vie plutôt agiles, sur des cycles de vie plutôt de type Lean Six Sigma. Et on voit aujourd'hui même une évolution qui arrive, où on est vraiment basé sur l'expérience client. Et là, on reprend les choses dès le démarrage, notamment avec des nouvelles méthodologies de type Design Thinking. Alors, par rapport à tout ça, on a des convictions. Et certes, les compétences techniques, c'est important. Mais avec Laurent, on est convaincu que ce qui fait la différence, c'est les compétences comportementales. Laurent? Oui, et c'est pour ça que le déroulé des différentes séquences essaie d'imbriquer au maximum les compétences techniques
avec la notion de leadership, comment on prend sa place, comment on assume son rôle, comment on emporte les intérêts, les préoccupations, comment on embarque ces équipes en transverse, en ayant une action de communication qui soit pertinente, qui soit portée, qui soit centrée sur l'enjeu, sur la valeur. Comment je mobilise les parties prenantes avec une économie de mon temps en ayant une stratégie des alliés, comment je gère des situations conflictuelles, complexes et des enjeux relationnels parfois qui deviennent très personnels, et comment je me sors de ça pour que mon projet puisse avancer dans de bonnes conditions. Et donc, ce qui va nous intéresser au travers de ce parcours, c'est évidemment de vous apporter des connaissances, qu'on appelle le savoir. C'est aussi de vous faire pratiquer beaucoup du savoir-faire et également de travailler sur votre posture, sur le savoir-être. Et c'est la combinaison des trois, en fait, qui fait qu'on peut être un chef de projet performant. Alors, pour ça, nous, on est convaincus qu'il faut prendre un peu de temps. C'est pour ça qu'on a construit un parcours sur 3 mois où il faut prendre le temps d'apprendre, de pratiquer, d'approfondir, de réfléchir, de mettre en œuvre pour aboutir à une certification. Et c'est pour ça qu'on a une pédagogie complètement axée sur le learning by doing, c'est-à-dire de faire, hein, et non pas de connaître ou d'apprendre. Pour être immédiatement opérationnel sur vos projets. Alors, peut-être un des points clés, Charles, c'est de nous parler peut-être un tout petit peu d'agilité. Oui, effectivement, sur l'agilité, lorsqu'on fait du learning by doing, il est important effectivement de vraiment pouvoir manipuler, vraiment regarder comment est-ce qu'on crée de la valeur de façon itérative ou continuelle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement conçu ce module pour qu'on puisse le faire à distance. C'est-à-dire qu'on s'est outillé, on a adapté notre ingénierie pédagogique pour que vous puissiez vivre de façon collective, ensemble, depuis chez vous, depuis votre lieu de formation à distance, toutes les pratiques et tous les retours d'expérience qu'on peut faire quand on suit des cycles agiles, que ce soit de la valeur itérative ou de la valeur continue. Alors évidemment, on vous mettra aussi à disposition des éléments complémentaires, hein. Ça peut être des livres avec des vidéos, donc il y a notamment un livre écrit par Laurent. Ça peut être une app mobile pour toute la partie hard skill pour prendre votre temps et aller plus loin. Et puis évidemment, on a une plateforme collaborative qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des supports et des exercices pour. Et puis, la valeur de la formation, c'est beaucoup aussi, d'une part, par sa pédagogie, par sa structure, mais aussi beaucoup par la qualité des formateurs. Et donc, on s'est entouré de formateurs experts qui sont reconnus dans leur domaine, hein, et qui ont d'abord une pratique opérationnelle, au-delà de leur pratique pédagogique et leur envie de transmettre, hein. Et donc, ce sont des experts qui sont reconnus internationalement et qui ont en moyenne 20 à 30 ans d'expérience. Alors peut-être rentrons dans le vif du sujet, hein, d'échanger sur le contenu du programme. Ce programme de formation, il va être structuré en 12 classes virtuelles, une par semaine. Comme ça nous permet de rythmer le temps et d'apprendre à son propre rythme. Des travaux personnels entre chaque session de 2 heures en classe virtuelle qui vous permettent de mettre en pratique. Et puis, en parallèle de ça, de travailler sur un projet fil rouge, un projet qui vous est propre, qui va vous permettre de mettre en œuvre directement les méthodes, les outils, les concepts que vous aurez vus en formation. Voilà. Et puis, il sera complété par un test de connaissances à la fin. Alors, je vous propose de dérouler relativement rapidement l'ensemble des classes virtuelles pour que vous ayez une vue complète du contenu du programme. Alors, la première chose qui nous vient, c'est, on parle d'agilité, mais c'est est-ce que c'est faire de l'agile ou est-ce que c'est être agile, Laurent? Oui, c'est disons, la première brique qu'on a envie de poser avec l'ensemble des participants. D'abord, un cadre d'apprenance ensemble. Quelle pratique on a ensemble qui est en soi agile, c'est-à-dire dans laquelle on va justement s'accaparer tous les feedbacks qui nous viennent les uns des autres pour essayer de progresser ensemble. Comment on peut co-construire, qu'est-ce que ça veut dire avoir des capacités d'analyse,
d'analyse, d'écoute, d'investigation. Qu'est-ce que ça veut dire réguler ses émotions, avoir une capacité de remise en adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire être créatif, seul ou à plusieurs. Et tout ça vient nourrir la posture agile, une posture qui est à la fois assertive, qui est agile dans sa capacité à se remettre en action malgré l'imprévu et qui est créative dans sa capacité à trouver des solutions adaptées à plusieurs. Une fois qu'on aura bien mis tout ça en place, la question clé qu'il faut qu'on se pose derrière, c'est comment on peut finalement définir une stratégie qui crée de la valeur en fait. Donc là, on reviendra peut-être à un certain nombre de fondamentaux, hein, peut-être quelques personas, un job to be done, une empathie map, déjà de bien connaître nos clients, nos utilisateurs. Peut-être ensuite de se poser la question de quelle est notre proposition de valeur, quel est notre business model. Et on sait que dans un monde qui bouge et qui devient de plus en plus agile, cette question, elle est clé. Et donc ça, c'est la deuxième classe virtuelle qui nous permettra d'approfondir ces différentes méthodologies et concepts. Dans la foulée, une des questions clés, c'est notamment en phase de design, tout au début de la conception, où on se pose un certain nombre de questions. Et il y a des nouvelles méthodologies innovantes qui sont particulièrement intéressantes, et notamment le design thinking, qui nous permet finalement en 5 phases, empathie tournée autour du client, de comprendre quel est le véritable problème, avec une phase define, puis ensuite de créer, de trouver des nouvelles solutions, hein, une phase d'idéation, et puis tout de suite de prototyper et de tester. Voilà. Et donc du coup, Rémi, qui est un expert reconnu sur le design thinking, viendra nous expliquer comment mener des projets de création, notamment dans des phases digitales, sur ce type de sujet. Et puis, dans la foulée, Laurent, un projet, c'est une histoire. Exactement. Et un des grands enjeux quand on porte un projet, c'est d'être capable de transmettre l'enjeu auquel il répond, c'est-à-dire la valeur qui est créée, et de le faire d'une façon qui soit captivante, alors que la plupart du temps, on a le réflexe de plutôt se centrer sur comment on va faire et de le raconter d'une façon un petit peu experte. Le storytelling, c'est se reposer la question de pourquoi en fait on se lance là-dedans, quel est le désir qui nous porte, pourquoi c'est un projet, quels sont les enjeux, les obstacles, les difficultés qui seront traversés, et puis de le transmettre sous une forme qui soit pas forcément une forme experte, analytique et très découpée, mais plutôt quelque chose qui fait le lien entre un passé, des acteurs actuellement et un futur souhaitable. Et cette façon de transmettre l'information est à la fois plus pertinente en termes de centrage sur l'enjeu et la valeur, et plus captivante globalement. Et elle s'adapte à de nombreuses situations différentes, que ce soit le bien connu moment où on rentre un acteur majeur dans l'ascenseur et qu'on a 30 secondes pour le sensibiliser, ou le fait de structurer une prise de parole d'une heure dans laquelle on va alterner des moments plutôt experts et puis d'autres moments plus racontés. Alors, une fois qu'on aura bien pris ça en compte, et on va peut-être rentrer aussi dans le vif du sujet de l'agilité. Charles? Et donc, on commence par le Scrum. Alors, le Scrum, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour comprendre le Scrum? Comment est-ce qu'on peut arriver à passer d'un mode où avant on faisait une grosse phase de spécification très très longue pendant laquelle le client attendait que vous arriviez? Comment est-ce qu'on peut passer de ça à un mode où, de façon collaborative, on va échanger avec le client, progresser et finalement arriver à livrer de la valeur de façon itérative. Et c'est tout l'enjeu de l'approche Scrum. Et c'est pas, on dit souvent que Scrum est très simple à lire et c'est en fait très compliqué à mettre en pratique. Donc tout l'enjeu, c'est de pratiquer ensemble. Et qu'est-ce qui se passe quand on doit effectivement passer d'un cycle en V à un cycle de vie itératif? Et c'est ça qu'on fait dans les classes virtuelles, on pratique ce moment-là.
Très bien. Alors moi, j'ai entendu parler de Scrum, mais j'ai aussi entendu parler de Kanban, il me semble. Oui, parce que souvent on dit, voilà, l'agilité, c'est le Scrum, donc c'est le premier mot-clé probablement que vous associez à l'agilité. Donc le Scrum, effectivement, c'est livrer de la valeur de façon itérative. Et il y a une grande autre technique qui s'appelle le Kanban, qui à la base vient de l'industrie et Toyota, années 50, et qui a été transposée au monde également de l'agilité. Et maintenant, on fait du Kanban agile. Et donc, de la même manière, on va encore orienter l'approche sur on va livrer de la valeur, mais cette fois-ci, on va la livrer de façon continue. Et le Kanban est une technique qui est aussi d'ailleurs très précise avec un certain nombre de métriques qu'on va pratiquer durant la classe virtuelle Kanban. Alors, une fois qu'on a regardé ça, bah, évidemment, on voit bien qu'on est sur des nouveaux modes de fonctionnement et, à mon avis, l'intelligence collective prime, Laurent. Oui, et dans de nombreuses situations, on constate que il y a des dysfonctionnements dans les méthodes qu'on utilise pour se parler, soit que les idées soient associées aux personnes et au lieu de parler d'idées, on parle d'ego finalement, soit qu'il y a une concurrence d'idées, énormément d'idées sont exprimées et puis aucune n'est développée. Soit que l'esprit critique et l'analyse de risque prennent trop le pas et écrasent toutes les germes d'idées qui ne sont jamais parfaites. Il existe pas mal d'outils pour parler d'intelligence collective, pour être capable d'analyser et de comprendre. On en a choisi certaines qui sont très simples et efficaces, comme par exemple les chapeaux de Bono, de façon à donner les outils pour comprendre quel est le mode d'intelligence qui est adopté par les différents participants à une réunion, par exemple, et comment je peux agir moi concrètement soit de façon très ouverte et en annonçant la méthode que je vais utiliser, soit de façon transparente pour plutôt faciliter une discussion, et en tout cas de favoriser la construction collective, le fait que les idées se nourrissent, qu'elles aient le temps de naître et de s'améliorer. On parle évidemment aussi de négociation raisonnée, c'est une façon de, là aussi, désamorcer des embryons de conflits, c'est-à-dire par exemple des guerres de position, en essayant d'ouvrir les possibilités, en parlant plus d'intérêt que de position, en allant chercher des critères sur lesquels on peut se mettre d'accord, en allant chercher aussi des modes de décision qui soient adaptés à la complexité et au degré d'autonomie qu'on veut susciter dans l'équipe. Hein, le classique, le chef qui décide, en général, c'est pas une bonne façon de motiver, d'impliquer et de rendre autonome. Et puis des pratiques d'amélioration continue sur les aspects relationnels, en particulier la pratique du feedback, qui est un exercice extrêmement simple dans l'énoncé et extrêmement challengeant, compliqué finalement à mettre en place et à faire vivre au jour le jour. Et on expérimente là aussi, hein, comme disait Charles, c'est 80% de pratique au minimum et le but, c'est soit dans des moments tous ensemble, soit dans des moments en binôme, par exemple, de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors, on a commencé à voir un certain nombre de nouvelles méthodes, mais ça va fondamentalement changer la façon dont on va aborder les choses dans l'entreprise. Et là, il va falloir qu'on se pose la question, hein, globalement, comment mener une transition vers ces nouvelles méthodologies, comment conduire le changement. On voit qu'un certain nombre de méthodes classiques ne fonctionnent pas, donc il faut appréhender les choses de manière peut-être un peu plus systémique, un peu plus globale, avec des façons de faire. Et donc, c'est ce qu'on vous propose, hein, de regarder au travers de cette classe virtuelle. C'est comment finalement conduire de manière intelligente la transition vers l'agile. Et une fois qu'on aura vu cette partie-là, on se dit aussi qu'on pourrait peut-être s'appuyer sur du Lean Six Sigma pour gagner en efficacité, Charles. Oui, parce que finalement, la question n'est pas tellement de faire de l'agilité, la question c'est d'amener de la valeur de façon efficace. Et l'agilité est une boîte à outils, effectivement, on a vu le Scrum et le Kanban, mais il y a aussi une chose qui est derrière en toile de fond et dont il faut se rappeler, c'est toute la valeur, toute la puissance de l'approche Lean. Et cette approche, on la voit effectivement,
Elle est importante, en particulier dans les projets de type système d'information ou processus, dans tout ce qui est autour de la cartographie. Ce n'est pas facile de cartographier de façon efficace des processus. Ce n'est pas facile globalement de travailler sans méthode, ce n'est pas facile, mais le Lean, c'est ça. C'est toute une série d'outils très simples, très pragmatiques qui vont vous permettre de gagner en puissance et en efficacité sur tous les processus que vous allez dérouler au cours de vos projets. Alors, il y a inévitablement des conflits qui arrivent dans un projet, c'est logique, hein. On en met des gens Oui. avec des intérêts différents et quand on les met ensemble, des fois, ça se passe pas toujours très bien. Alors, Oui, on a plein de niveaux de situations conflictuelles, hein, tout simplement de dire qu'on n'est pas d'accord, jusqu'à des conflits ouverts, parfois violents. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est que on travaille dans des cadres non hiérarchiques, avec une multitude de contraintes qui sont rarement toutes partagées et qui font que, oui, un tel peut avoir 3 projets sur le dos en même temps. C'est comment se dire les choses, comment se comprendre sans tout accepter. C'est souvent l'enjeu du conflit. Les méthodes qu'on va essayer d'amener, c'est comment faire pour se partager ce qui n'est pas violent pour l'autre, hein, de se parler de ce dont on a besoin, de ses intérêts, de ce qui nous motive, être capable de nommer ses émotions. Lorsque l'on vit quelque chose, ça devient une partie du problème, ça devient une information cruciale. Et le vocabulaire des émotions est assez peu maîtrisé, assez peu utilisé, et c'est ce qui rend cet état émotionnel, au lieu d'être une information, et bien quelque chose qui finit par nous diriger, par prendre le pas sur nos actions. Donc reprendre la maîtrise de ces émotions, les réguler, les comprendre, être capable d'en parler. Et puis sur un autre axe, être capable de détecter les jeux psychologiques. Alors on ne va pas aller très très loin là-dedans, mais se donner un outil simple comme le triangle de Karpman par exemple, détecter si je rentre dans des relations qui favorisent des positions de persécuteur, de sauveteur ou de victime, de façon à être capable de le comprendre et par la reformulation, par le fait de ramener les échanges dans l'adulte, de sortir de ces jeux psychologiques. Et ça peut se faire à tout moment, hein. Il y a des outils très simples et concrets qui permettent de réagir dans l'instant sur un échange simple. Et d'autres qui permettent de se parler de difficultés plus profondes, qui durent depuis longtemps, et de le faire sans se taire et sans brusquer l'autre. Voilà l'objectif. alors, vous voyez, on aura vu un certain nombre d'éléments, mais il y en a peut-être un qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on est sur des gros programmes, et sur ces gros programmes-là, on aimerait bien être aussi agile, Charles. Oui, c'est que vous avez probablement eu ou entendu parler ou vécu des équipes agiles de petite taille, donc des gens qui sont plutôt au même endroit, des équipes de 6 à 10 personnes, mais peut-être que vous, comme moi, vous travaillez sur des projets qui sont plutôt des projets de 100, 150 personnes, projet d'ailleurs industriel. Est-ce que l'agilité s'applique? L'agilité vient du monde informatique. Est-ce que ça s'applique uniquement à l'informatique? Est-ce que ça s'applique au monde industriel? Et la réponse est oui. L'agilité s'applique évidemment au monde industriel et de la même façon que l'agilité n'est pas simple à mettre en place sur une petite équipe en informatique, il y a aussi des méthodes et des approches préférables pour mettre en place ça de façon ce qu'on appelle scaler, donc à l'échelle, avec donc différentes approches, que ce soit du SAFe, du Lexus, du Scrum. Et puis aussi, est-ce qu'il faut tout faire en agile? Donc se poser ces questions et choisir sa bonne stratégie. Est-ce qu'on fait ce qu'on appelle de l'hybridation, c'est-à-dire une partie des projets que vous allez conserver en mode dit traditionnel, après tout, si ça marche et que ça continue à amener de la valeur, pourquoi changer? Et puis une autre partie qu'on va faire en mode agile. Donc quelle est la stratégie de déploiement de l'agilité dans votre contexte industriel en général? Alors, vous voyez, on aura fait un bon tour d'horizon des nouvelles méthodologies en management de projet et sur les différentes façons de se comporter. Ce qui va nous intéresser, c'est autour de la dernière classe virtuelle, de faire ce qu'on appelle une fabrique programme, c'est-à-dire de construire et de réaliser un projet tous ensemble, à distance. Et ça, c'est un sacré challenge, Laurent. Oui, l'idée était de refléter la complexité
et de refléter l'état de connaissances qu'on a en général sur un projet agile, en plongeant les participants dans quelque chose de décalé, fabriquer un programme télé. En théorie, parmi les participants, rares sont ceux qui l'ont déjà fait. Et même s'ils l'avaient déjà fait, en fait, ils l'ont pas fait avec les autres qui sont là aujourd'hui et pas sur le thème qu'on va leur donner et pas avec l'ensemble des contraintes qu'on leur fournit. L'idée de cette fabrique programme, c'est plutôt de la pédagogie de la réussite, trouver le plaisir à appliquer ce qu'on a vu dans l'ensemble de ces modules, que ce soit sur l'organisation des équipes, qui prend quel rôle, sur quel cycle on choisit, comment on va se communiquer les enjeux et pas rester sur des guerres de position. On leur a proposé des situations de négociation, la pression de temps, la pression de réalisation, parce qu'il y a des enjeux techniques de montage qui arrivent évidemment à la fin, lorsqu'on est déjà dans une difficulté forte. Et bien c'est à ce moment-là qu'arrivent éventuellement des enjeux relationnels, et si c'est pas entre eux, c'est avec nous qui venons en tant que clients avec nos défauts. Donc tout ça permet à au groupe globalement de réussir, puisque c'est le cas quasiment tout le temps, de réussir à fabriquer ce programme tout en ayant surmonté à peu près tous les enjeux qu'on a vus dans les différents modules précédents. Et c'est cette expérience qu'on veut leur laisser en partant. Voilà, alors évidemment, derrière, l'objectif, c'est aussi de permettre d'obtenir une certification avec un diplôme de Centrale Supélec. Donc pour ça, il y a un test écrit en 1 heure avec une vingtaine de questions pour vérifier un certain nombre de connaissances. Et puis, comme on est très attaché au savoir-faire et au savoir-être, et à la transmission aussi et à la mise en application sur un de vos projets, en fait, les projets des participants, l'objectif, c'est de prendre ce qu'on appelle un projet fil rouge et puis de raconter comment on mettrait en place toutes les méthodes et les outils qu'on avait vus ensemble au cours de ces 12 classes virtuelles, soit sur un projet qui va venir, dans ce cas, très bien, on peut le préparer avec cette nouvelle méthode, soit sur un projet qui a été déjà réalisé et on le revisite en se disant, là, j'ai peut-être pas très bien fait et compte tenu des outils et des méthodes que vous nous avez données, des bonnes pratiques, voilà comment je referai. Et puis, du coup, l'objectif est de pouvoir avoir une présentation orale d'une vingtaine de minutes, suivie d'une séance de questions-réponses avec un jury pendant 10 minutes. Voilà. Alors, ce type d'executive certificate online a beaucoup de succès chez nous. On en fait là depuis plusieurs années. On a eu de nombreuses promotions. On a beaucoup de retours très positifs, à la fois sur le format, le fait qu'on puisse prendre du temps sur 3 mois, qu'on puisse le faire à distance. Dans un certain nombre de cas, on mixe aussi avec une journée de présentiel au début et à la fin quand on n'est pas confiné. Et puis, voilà, un niveau de satisfaction important de l'ensemble des participants. Ça fait voilà, comme un mini-master en format un peu réduit qui va nous permettre d'aller à l'essentiel, d'aller récupérer les bonnes pratiques pour pouvoir les mettre en œuvre rapidement derrière. Voilà, alors la prochaine session, elle démarre le 4 octobre cette année. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Donc pour ça, si vous souhaitez vous inscrire, il faut que vous puissiez contacter Laetitia Vigneron-Filt, qui est la responsable commerciale de ces certificats. Et puis nous, on est prêts à poursuivre les échanges avec vous si vous avez des questions. Voilà. Alors, je crois que Brice les compilait progressivement. On va voir s'il y en a qui sortent. Il y a une question sur puis-je financer cette formation par mon CPF? La réponse est oui. En fait, comme on arrive sur une certification, vous pouvez retrouver sur le site Mon Compte Formation, typiquement, cette formation, elle est complètement finançable par votre CPF. Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. On a une autre question. Je vois qu'il y a du travail entre certains modules et des slides à rendre. Quelle charge de travail cela représente? Alors, l'objectif, vous voyez qu'on va avoir des classes virtuelles de 2 heures.
C'est un temps qui est finalement relativement court pour traiter les questions qui nous intéressent. Donc, il nous semble important, une fois qu'on vous a montré les outils, les concepts, les bonnes pratiques, que vous puissiez les mettre en action. Donc, on vous donne généralement un petit exercice, une petite étude de cas à faire à 2 ou 3 pour la semaine suivante. Et ça vous prend de l'ordre d'environ une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et puis, il y a la rédaction du projet fil rouge. Ça, vous pouvez compter 2 ou 3 jours de réflexion derrière. Certains, finalement, en profitent aussi pour faire une introspection un peu plus, une prise de hauteur un peu plus importante. Et bon, donc, voilà. Donc, il y a un peu de travail personnel à réaliser en parallèle. Alors, une autre question que je vais poser, enfin, je vais reprendre là, et puis à laquelle je vais répondre. Puis-je suivre les modules sur mon smartphone ou ma tablette? Et techniquement, ça marche comment? Alors, la réponse est non. Pourquoi? Parce que dans les interactions qu'on va vous faire vivre, donc en particulier sur la partie Scrum, la partie Kanban et la partie agilité à l'échelle, on se sert, alors souvent on se sert de Miro, mais globalement, partez du principe que vous allez faire et suivre les formations depuis soit un PC, soit un Mac. Mais globalement, si vous le faites depuis votre smartphone, vous ne pourrez pas finalement interagir et vivre avec nous ce qu'on veut vous faire vivre en termes de processus agile. Donc, vous ne pouvez pas faire ça depuis votre smartphone, ni votre tablette. Je dirais pour les aspects soft, les aspects soft skills, sur téléphone et tablette, ça peut être aussi un problème, même s'il y a plus de facilité pour certaines situations à effectivement au moins participer sous ce mode-là. Je remarque souvent que quand on fait ça, c'est que l'environnement sonore est pas confortable. Donc c'est quand même mieux d'avoir un bon espace de travail. Ok. Je vois une question sur Scrum. Oui, alors, j'ai déjà été sensibilisé à Scrum et j'ai participé à des sprints et j'hésite à m'inscrire. Donc, c'est plus une remarque qu'une question. En gros, si vous faites déjà des sprints, d'accord, si vous êtes déjà dans une équipe Scrum, que vous faites des daily Scrum, que vous faites des sprint review, etc., oui, c'est vrai que le module, je ne sais plus quel numéro c'est, peut-être le 5, le module Scrum, probablement, sera pour vous peut-être des choses que vous aurez déjà pratiquées. Mais c'est un module sur les 12. Effectivement, comme on a dit, dans l'agilité, il n'y a pas que le Scrum, il y a le Kanban, il y a l'agilité à l'échelle, il y a tout ce qui se passe autour de la posture, il y a tout ce qui se passe autour de la conduite du changement. Donc, à mon avis, à mon humble avis, si vous êtes juste un acteur Scrum, cette formation va vous amener énormément d'autres choses que ce que vous vivez aujourd'hui. Je confirme. Laurent, je vois qu'il y a une question en disant comment on fait du soft skill à distance. Est-ce que ça marche? Oui, on a eu du temps, comme tout le monde, pour penser. Et puis c'est quelque chose qu'on avait anticipé, hein, même avant le confinement. On faisait déjà plusieurs parcours à distance pour des équipes réparties dans le monde. Et ça marche très bien. Ça marche très bien parce que le principal, c'est de recréer des situations d'échange à plusieurs. Et nous, on s'adapte aux différents outils utilisés pour la visio, hein, que ce soit Teams, Zoom ou encore d'autres. De façon à recréer des modalités à plusieurs, en binôme, en trinôme, d'avoir des situations, des jeux de rôle, mais aussi des jeux décalés. Et tout ça fonctionne très bien, avec des fonctionnements différents du présentiel parfois, qui peuvent amener des choses qu'on n'arriverait pas à faire en présentiel à certains endroits. Une question sur la langue. Est-ce que la formation est 100% en français? La réponse est oui. Donc le module là, tel qu'il est proposé, il est en français. Nous n'avons pas de difficulté particulière à la réaliser en anglais. Si voilà, il y avait un besoin particulier pour une entreprise, par exemple en intra-entreprise, de le réaliser en anglais, nous savons faire également s'il y avait besoin. Voilà. Il y a encore d'autres questions? D'autres.
Est-ce que les intervenants sont disponibles en dehors des heures des modules? La réponse est oui. On est vraiment très présent tout au long du parcours pour pouvoir échanger avec vous, vous donner du feedback, pour pouvoir débriefer. Donc là, typiquement, quand il y a des exercices qui sont faits en intersession, il y a toujours une correction qui est faite par le formateur. Il y a possibilité d'échanger naturellement. On n'est pas juste cantonné aux 2 heures. S'il y a besoin, voilà, d'échanger, de prendre du temps, on le fait avec plaisir. Pour nous, c'est à la fois une façon de transmettre et de faire notre job, et en même temps, c'est hyper enrichissant pour nous de pouvoir échanger avec l'ensemble des participants. Une dernière question. S'il n'y a pas d'autres questions, vous pourriez évidemment nous reposer des questions ultérieurement. Et puis, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, à cette réunion d'information. Et puis, on est prêt évidemment à vous accueillir dans la prochaine session. Et du coup, on vous souhaite une excellente journée. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.